Rebonsoir et on prolonge ce documentaire en tentant d'imaginer ce soir une France sans euro. Avec à mes côtés pour ce droit sud 4 invités. Tout d'abord Valérie Rabault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste du Tarn-et-Garonne et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés Christian Menanto. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien directeur général du quotidien La Tribune et on vous entend chaque matin chez nos confrères de RTL à l'occasion de vos chroniques économiques. En face de vous, Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, vice-président numéro 2 du Front National. Et puis enfin avec nous, Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE et membre du collectif des économistes atterrés. En 2 mots, pourquoi milite ce collectif ? Ce collectif s'est constitué contre l'orientation néolibérale et austéritaire des politiques économiques en France et en Europe. Alors, avec 2 membres justement de ce collectif, vous avez accordé une interview il y a un peu plus d'1 an maintenant au quotidien Libération. Et là, je vous cite, vous dites « Si une sortie de la monnaie unique serait délicate, car elle entraîne une perte de pouvoir d'achat liée à la hausse des prix des produits importés, un alourdissement de la dette externe, voire une crise bancaire ou financière, elle n'est en rien une catastrophe. » Qu'est-ce que vous nous dites là? Vous nous dites ça va tanguer, ça peut même tanguer très fort si on sort de l'euro, mais c'est possible, c'est ça que vous nous dites? Autant que je me souvienne, cette interview portait sur le cas de la Grèce. Le problème était quelle stratégie pour la Grèce. Oui. Il y avait 2 stratégies possibles, celle qui a été retenue de rester dans l'euro, d'accepter des politiques d'austérité. On voit ce que ça a donné en Grèce. Il n'y a aucune perspective, il y a un taux de chômage qui reste extrêmement élevé, et puis il y avait une autre perspective pour la Grèce qui était effectivement donc ça ne vaut pas de pour la sortir, France, de sortir de la zone euro et d'essayer une autre stratégie avec des gains de compétitivité importants, immédiats, avec la possibilité de répudier la dette. Ouais. Et donc, on peut. Cette stratégie avait un sens pour la Grèce. Ouais. Mais avec toutes les réserves que vous avez prises, c'est-à-dire si une sortie de la monnaie unique serait délicate, vous évoquez une crise bancaire, voire financière, tout cela on l'a vu dans ce documentaire, ça fait partie du scénario établi à l'occasion de ce documentaire. L'alternative, c'est évidemment le coût de rester dans la zone euro. Ouais. Alors Florian Philippot, je me tourne vers vous parce que c'est vrai que vous êtes la formation politique qui affirme le plus haut et le plus fort une volonté de sortir de l'euro et d'en revenir au franc. Je vous cite, c'était le dimanche 6 mars dernier, et vous dites « Si nous arrivons au pouvoir, au bout de 6 mois maximum, la France aura une monnaie nationale. » On ne peut pas être plus clair, mais j'imagine qu'avant d'annoncer une chose comme cela aux Français, vous avez anticipé, préparé un tel passage au franc et un retour au franc. Oui, si vous voulez, cette anticipation, cette préparation, elle est faite par beaucoup de monde, beaucoup d'économistes. Et ce débat, il existe dans beaucoup de pays en ce moment. En Finlande, ils vont en débattre parce qu'il y a une pétition citoyenne suffisamment nombreuse pour le faire, y compris en Italie, en Autriche, et même au Royaume-Uni. Ils ne sont pas dans l'euro, mais eux, ils font carrément un référendum sur l'Union européenne, ce que nous proposons d'ailleurs pour la France. Je reviens un peu sur le film parce que ça correspond bien au scénario auquel on pourrait avoir droit. Alors, si vous mettiez en application ce que vous avez annoncé. Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas de la fiction. Il y a ce qui se passe depuis des années. Ça, c'est on reste dans l'euro. Là, c'est ce que vivent les gens. Là, c'est pas de la fiction. L'austérité, la baisse des salaires, la baisse des retraites. On ressort le chéquier en permanence pour rien. En Grèce, on nous a expliqué en août dernier que c'était réglé. C'est pas du tout réglé. Ils sont en récession et on va ressortir le chéquier. Ça, c'est le coût de l'euro. Ouais. Ça, c'est pas de la fiction. Ça, c'est pas un reportage avec des musiques qui font peur derrière, où on essaie de faire peur aux gens, de surfer sur les peurs. Non. Enfin, le film dit aussi que le montant du chèque que vous évoquez pourrait être plus lourd si on sortait de l'euro qu'il ne l'est actuellement. Alors, sur le film, rester. Moi, j'ai admiré qu'on aille demander à monsieur Jacques Attali, cette éminence grise, qui a conduit la France là où on le sait, puisqu'il a été conseiller de 2 présidents de la République, messieurs Mitterrand et Sarkozy, donc qui a mené la France dans la situation brillante où elle se trouve aujourd'hui, qu'on aille le considérer comme une autorité morale, une autorité supérieure, un expert. Ça m'a fait doucement rire, y compris pour monsieur Belin à la FNSEA, qui est ultra contesté et dont on sait qu'il a fait allégeance à l'Union européenne. Pour le reste, ce film me rappelle ce qui s'est passé en grandeur nature pendant la campagne référendaire sur l'euro, justement en Suède. C'était en 2003.
très intéressant. Pendant toute la campagne, on a demandé aux Suédois s'ils voulaient l'euro ou pas. Ils ont fini par dire non. Aujourd'hui, la Suède n'est pas dans l'euro, elle s'en porte très bien et elle n'en veut surtout pas. Mais pendant la campagne, on a eu le droit à ce genre de film. La dernière semaine, le Premier ministre suédois et le président d'un grand groupe de télécommunications suédois, vous l'aurez reconnu, ont co-signé une tribune dans le plus grand quotidien, l'équivalent du Monde, pour dire si jamais dimanche vous ne votez pas pour l'euro, nous supprimerons 10 000 emplois. Il y aura des délocalisations, ce sera la crise financière, la Suède sera isolée dans le monde. Ouais. Il se trouve que les Suédois, courageusement, ils ont quand même pas voté pour l'euro, et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de croissance dans l'euro que leurs voisins. D'en sortir, Philippot. Non mais ça s'appelle faire peur aux gens, surfer sur les peurs. Alors après on peut réfléchir. Moi je pense que vous l'avez réfléchi parce que je pense qu'il y a une grosse erreur dans le Front film National malgré tout. D'abord parce que une erreur majeure. Nous on a envie de savoir comment vous allez faire 6 mois après avoir été élu. Ça aussi c'est un autre scénario. Si on se place dans ce scénario, vous annoncez que 6 mois après l'élection, la prise de pouvoir, hop. On passe on en discute comme nos adversaires, vous nous expliquez ce qu'ils vont faire pour résoudre le problème du chômage et de la dette si on reste dans l'euro. Ça c'est très intéressant aussi de leur poser la question. Mais deux, il y a un problème majeur de scénario dans le film. Si l'Italie, si j'ai bien compris, l'Italie puis la France, troisième et deuxième puissance de la zone euro, quitte l'euro, il n'y a plus l'euro. Donc le scénario, il est faux. Bon, voilà. Alors on va revenir sur ça, c'est déjà un énorme problème. J'y tiens absolument, on reviendra sur votre scénario à vous, celui que vous anticipez. Votre première réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, peut-être par rapport au film qu'on a vu aussi, ça vous paraît pas possible à vous de sortir de l'euro? Ou ça vous paraît possible, mais à quel prix, vous dites-vous? Alors moi je pense que le scénario du film est assez réaliste. C'est-à-dire, on voit notamment dans un café à combien on va rendre la monnaie, on voit les dévaluations, tout simplement parce que ça s'est déjà produit. Vous citez le cas de la Suède qui n'est pas rentrée dans l'euro, mais moi je vous citerai le cas de l'Argentine, qui n'avait pas une devise comme l'euro, mais qui était liée au dollar. Pendant 10 ans, l'Argentine n'a pas pu emprunter. Lorsqu'elle a arrêté, lorsqu'elle a dit, écoutez, on va arrêter ce système d'être lié à une autre monnaie. Les 2/3 de la population d'Argentine ont vécu pendant plusieurs années sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité. C'est un scénario. Qui s'est produit. Je vous ai pas interrompu. Laissez-moi finir. L'Argentine a une très forte croissance, au contraire. Et c'est pas vrai tout ça. Depuis quelques années. Quand elle est sortie de l'euro. Mais elle a passé 10 ans sans pouvoir emprunter. Mais regardez. Elle a passé combien de temps à souffrir du fait justement que sa monnaie était fixe au dollar. Madame va nous dire comment elle va faire avec l'euro. Ça va être très intéressant. Vous dites, il ne faut pas surfer sur les peurs des gens. Mais qu'est-ce que vous faites depuis le début? Vous pensez que c'est vraiment l'euro qui est responsable du fait qu'on n'investisse pas assez en Europe? Pas du tout. Ce sont des choix de politique qui sont aussi portés au Parlement européen. Vous pensez que c'est l'euro qui est responsable du fait que, par exemple, on n'aurait pas assez de compétitivité, le fait que, par exemple, on ne vende pas les contrats d'Airbus en euros? C'est pas la devise qui est responsable, c'est pas la monnaie qui est responsable. Est-ce que vous pensez aussi que lorsqu'on manque de relance économique, c'est la faute de l'euro? Absolument pas. Donc il ne faut pas inverser les peurs. Il y a des problèmes. Mais c'est aussi un peu, vous avez raison, la faute de François Hollande. Ça, je vous le donne. Non, mais ça, je vous l'accorde. Il y a des problèmes économiques. Et l'euro n'est pas responsable de tout. Il y a des problèmes économiques, mais ce n'est pas l'euro qui en porte la responsabilité. L'euro paralyse complètement la politique économique de la France. En quoi l'euro paralyse? Nous avons une compétitivité qui est dégradée. Un pays qui a une compétitivité dégradée. L'euro est-il responsable de un pays cela? Qui a une compétitivité dégradée, tout à fait normalement, il dévalue. C'est pas dramatique. C'est ce qu'on fait des tas de pays. Un pays, la France, est contrainte par les règles européennes. Et tous les pays de la zone euro sont contraints par les règles européennes de mettre en œuvre des politiques d'austérité budgétaire dont le coût a été extrêmement important, tout le monde le reconnaît, on est contraint d'avoir une monnaie trop forte et on est contraint en plus, il faut le dire, de mettre en œuvre des réformes structurelles qui sont décidées à Bruxelles. Ensuite, on peut dire c'est pas l'euro, c'est la politique économique, mais la politique économique, on est paralysé par l'euro, par une Europe qui ne fonctionne pas. L'Europe ne fonctionne pas. Alors vous répondez à Henri Sterlignac et ensuite on donnera la parole à Christian Menonto. Mais ce n'est pas la faute de l'euro. C'est pas parce qu'il y a une monnaie commune que l'Europe ne fonctionnerait pas. Vous dites on est obligé par Bruxelles. Bruxelles c'est qui? Madame le rapporteur. Bruxelles c'est qui? C'est nous, Bruxelles. Ce sont les élus. Mais monsieur Philippot, vous êtes assez mal placé. Vous êtes 696e sur 751. 696e sur 751 sur les votes en session plénière au Parlement européen. Alors je suis désolée, là-dessus, vous êtes assez mal placé pour accuser les autres.
La politique européenne, c'est l'ensemble des élus qui la votent. Attendez, Vous répondez Déjà, vous rapidement, allez... et vous me redonnez la main, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on voit un premier extrait de ce documentaire. Mapranking.eu, les gens verront que je suis 200 quelque chose sur 750. Ouais. Premièrement. C'est pas notre sujet, et largement mieux oui. que vos... Non, mais elle m'a accusé. Oui, mieux vous que avez vos répondu. compatriotes socialistes. Pour le reste... Bien sûr qu'il n'y a pas que l'euro, mais c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Il faut arrêter d'en faire une religion. Dès qu'on en parle, on a l'impression de toucher à quelque chose de sacré. Je veux juste qu'on identifie les problèmes. C'est un vrai les problèmes. Il n'y a pas que ça. Et qui est responsable de ces problèmes? Je finirai là, mais vous savez, il y a aussi la directive détachement des travailleurs. Bien sûr, il faudrait qu'on en parle. Il y a aussi l'absence de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Il y a aussi le refus du patriotisme économique, patriotisme agricole, patriotisme alimentaire à cause de l'Union européenne. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas le droit de faire du protectionnisme intelligent et ciblé face à la concurrence déloyale. Il y a plein de problèmes. On est d'accord. Il y a le RSI, il y a tout ce que vous voulez, il y a l'injustice fiscale. Le RSI, c'est pas ni l'Europe, ni l'euro. Vous l'avez poursuivi. Donc il y a des responsabilités nationales et européennes. Et quand c'est une responsabilité européenne, moi j'accuse jamais la Commission. Je dis, les gouvernements se sont soumis à la Commission européenne, malgré le vote des Français en 2005 par référendum qui avait dit non. Et ce vote, il a été balayé. Vous voyez, donc il y a une responsabilité des gouvernements, au final, toujours, qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais il faut qu'on puisse parler de la question de la monnaie, parce qu'elle existe dans les débats d'économistes, elle existe on va continuer d'en parler, si vous êtes d'accord. Il faut qu'on puisse continuer à en parler sereinement, sans on en a, que tout de suite attendez. Cette question de la monnaie, s'il vous plaît. Personne n'a dit, il y a des problèmes, mais ce n'est pas l'euro qui emporte la responsabilité. Bon, alors, on parle de la monnaie et on revient, s'il vous plaît, un moment sur ce documentaire. Et je vous donne tout de suite la parole, Christian Menanto. Et là, on n'est pas dans la fiction. Il y a un rapport qui s'appelle le Black Swan, qui est évoqué d'ailleurs dans ce documentaire. Il y a bien donc eu un scénario étudié par Bercy de sortie de l'euro au plus fort de la crise grecque. D'ailleurs, c'était en 2011. François Baroin y fait référence dans ce documentaire. Voilà les conclusions qu'il a tirées de ce rapport. La conclusion était assez simple, c'est une évaluation de 20 à 30%, c'est une montée pour la France de sa dette à 130%, c'est une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 20 à 30% pour les salariés. On avait calculé également que c'est la disparition dans le secteur marchand d'1 million d'emplois immédiatement. C'est, si l'État n'intervient pas, c'est-à-dire en gros si l'État ne nationalise pas les banques, un éclatement du système bancaire. Ça, c'est pour la partie, je dirais, paisible et aimable du dispositif. Et il y a toute la partie que l'on ne maîtrise pas, qui est la spéculation mondiale et qui est la réalité de l'éclatement d'une monnaie aussi forte que l'euro dans une économie mondialisée et globalisée comme nous l'étions déjà en 2011. Voilà, alors encore une fois, là, on n'est pas dans de la fiction. Ce rapport a bel et bien existé. Il a été révélé par François Baroin, d'ailleurs, dans un livre qu'il a écrit à ce sujet. Vous pourrez lui demander. Il n'y a pas eu de note écrite, dit-il, car cette réunion n'a pas fait l'objet de note écrite. Christian Menanto, ça, c'est voilà, le scénario a été étudié, les conséquences ont été certainement été étudiées, oui. Évoquées d'ailleurs. C'est une évidence à l'époque de la crise grecque. Toutes les grandes banques internationales, le gouvernement français et tous les trésors publics à travers la communauté européenne laissaient filtrer qu'ils avaient des équipes dédiées à l'étude d'un éclatement éventuel de la zone euro. Donc c'est pas une vraie surprise que d'apprendre que Bercy travaillait dessus, d'autant qu'il y a suffisamment de hauts fonctionnaires à Bercy pour pouvoir les détacher sur ce type de dossier. Les conséquences évoquées dans ce rapport d'une sortie de l'euro, est-ce qu'il n'y a pas de surprise non plus? Il y a peu de surprises. À partir du moment où vous imaginez ce qu'un petit pays comme la Grèce, qui ne fait que 2% du PIB européen, a représenté comme déflagration sur le système général et monétaire de l'Union européenne, vous soupçonnez bien que la sortie de l'Italie enchaînant, provoquant celle dans la foulée de la France, et évidemment serait plutôt un traumatisme d'une autre ampleur, et donc ça spéculerait à tout va à travers le monde, parce qu'il y a énormément de gens dont c'est à la fois le métier et le gain. Je veux dire, des petits Soros aujourd'hui qui à l'époque avaient parier contre la livre sterling, eh bien, il doit y en avoir dans tous les coins qui parient aujourd'hui encore contre l'euro. Et donc, ils ont des fortunes à se faire. Je voudrais dire deux choses simplement. On évoque toujours la dévaluation en disant « Oh, c'est rien, on va se refaire une santé derrière la dévaluation. Oui, ». On va se donner de l'air avec de la dévaluation, mais il faut bien et on va se refaire une santé. Enfin, il faut bien voir une chose, c'est que, par exemple, la dévaluation, ça devrait théoriquement nous faire exporter beaucoup. Moi, je veux bien ça. Il n'y a que 3000 entreprises en France qui exportent en réalité. Elles font 83% du commerce extérieur français. Donc, ces 3000 entreprises, une fois qu'elles auront profité de cette dévaluation, et elles n'emploient environ que 20% des salariés de ce pays. Que feront les autres qui, eux, travaillent avec des produits souvent
importer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes dans une imbrigation extrêmement forte aujourd'hui, notre économie. Airbus utilise beaucoup de matériel américain dans les avions qui sont montés à Toulouse, etc., ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Donc le 100% français n'existe quasiment pas. On peut parler même de l'agriculture, sauf que les intrants arrivent de chimistes allemands ou de chimistes américains. Donc on a ce pour petit importer mélange. pour faire du Made in Il faut France. aussi, pour faire du Made in France, importer. Donc c'est dire qu'on va tout de suite retrouver ces bouffées d'oxygène merveilleuses qui vont faire que notre économie va devenir extrêmement compétitive, c'est pas aussi évident que ceux qui l'affirment comme ça derrière un bureau. Moi, j'en demeure très truc. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'euro, c'est un acide qui corrode définitivement l'économie française, ou c'est simplement un enfant qui est tellement mal né qu'on va pouvoir essayer et qu'on peut peut-être avec de bons médecins le remettre d'équerre. Moi je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est pas de savoir si en dévaluant de 30%, on l'a déjà fait. De Gaulle l'a fait, ça a été un bide absolu. Il y a une politique. Ah non. Et oui. Ah non. Il y a Ah une non. Non, mais écoutez, On cher a ami. juste 7% de croissance. Oui, En 58, la dévaluation, c'était une réussite fabuleuse. Vous oubliez quand même les investissements qu'il y avait, vous oubliez quand même la créativité Il qu'il y y avait avait. vous 57 oubliez- Et alors, ça Eh ben, n'existe ça, plus. ça, c'est Ça un existe vrai, plus. c'est un vrai Et celle moteur de de la Mitterrand, création il y a de eu un richesse. plan d'austérité derrière absolument terrible. Vous en Parce souvenez qu'il a voulu peut-être. rester dans le SME. Non, Florian Philippot, ce qui vous intéresse Mais le dans un SME, c'est pas passage, du dans une tout sortie de l'euro, l'euro, c'est très différent. ce qui vous préparatoire. intéresserait dans cette sortie de l'euro, c'est effectivement cette dévaluation possible. Mais C'est pas ça, seulement. économiquement, le levier phare pour vous? D'abord, moi, ça me fait rire parce que tout le monde se réjouit depuis 1 an et demi ou 2 ans que l'euro s'est déprécié de 25 ou 30% par rapport au dollar. Et quand il s'agit de parler de dévaluer, c'est la même chose. Oui, enfin, Tiens, c'est pas arrivé. non, Vous savez attendez. très bien que c'est pas arrivé tout seul. Vous Ça êtes, fait partie aussi des. Je vais vous copier tout à l'heure. Vous allez m'écouter et ensuite vous me répondrez. Ouais, et Je puis fais vous, comme vous vous, allez me monsieur. dire Voilà. si c'est la Je fais comme vous, dévaluation monsieur. qui vous paraît le levier essentiel dans la politique économique que L'euro vous souhaitez valait mettre en place. 1,40 $, il y a peu de temps. Aujourd'hui, c'est 1,08 ou 1,09, donc il y a une grosse dépréciation. Et tout le monde s'en réjouit en disant c'est plutôt bon pour la croissance, le commerce extérieur. Donc il ne faut pas avoir des discours contradictoires. C'est une bonne chose. Je me pose pas sur ce terrain-là, hein, Très monsieur bien. Philippot. Alors deuxième chose, moi je vous dis, Mais non, je ne mais sais toujours il suffit pas. pas de rire pour Moi avoir je un sais. argument. Moi je ne sais toujours pas quel est le scénario de ceux qui veulent nous faire rester dans l'euro. Bah, Il n'y a jamais de réponse là-dessus. Il n'y a jamais d'émission là-dessus. Ils n'ont pas de solution. Ils nous ont abaissé les charges. Ouais. On va faire des employés. Alors des donnez-moi effets. le scénario de ceux qui veulent en sortir comme vous. Non, mais voilà. Donc ça, Donnez-le-moi. ils n'ont pas de réponse. Moi, je veux dire l'intérêt immédiat. Voilà. L'intérêt d'une monnaie nationale, de la souveraineté monétaire. D'abord, un intérêt politique. On ne vit pas sous chantage d'une banque centrale européenne qu'on ne maîtrise pas. Parce que regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé au Portugal, un gouvernement qui déplaisait à l'Europe, la Banque centrale européenne a coupé le robinet, le Portugal a dû changer de gouvernement. Moi, je n'accepte pas en démocratie de vivre sous le chantage d'une banque centrale de Francfort. C'est un énorme problème de principe, c'est un énorme problème démocratique, quelle que soit la politique concernée d'ailleurs. C'est une question de souveraineté. de Argument liberté. démocratique, politique. Argument économique. Deux, retrouver de la compétitivité par rapport à l'Allemagne, qui est notre premier partenaire et Non, notre c'est premier fini, ça n'est concurrent. plus. C'est Premier- les États-Unis États-Unis maintenant. Ah oui, Bah c'est oui, une bah place c'est comme ça. française. Sauf que ça reste un gros partenaire. Et il se trouve que nous n'avons plus la capacité d'adapter la monnaie, ce qui n'a rien de dramatique, c'est un instrument économique comme un autre, face à l'Allemagne. On se retrouve avec la même monnaie, collée au même taux de change. On a déjà connu ça dans les années 90, ça s'appelait le franc fort. On l'avait accroché aux marques pour préparer l'euro. Ça a été une catastrophe, 1 million de chômeurs. Là, on a fait évidemment la même chose avec l'euro, et de manière encore plus marquée, plus visible. Eh bien, il faudrait pouvoir retrouver une marge, retrouver 15 à 20% de compétitivité immédiate par rapport à l'Allemagne. 3, on dit nos PME, et c'est vrai, nos PME, TPE sont pas assez financées par les banques. Ça peut représenter 30 à 40% de leur faillite, c'est le problème de trésorerie. Mais moi, je ne sais pas comment on gère un système bancaire, un système monétaire si on ne maîtrise pas du tout sa banque centrale et si elle est dans les mains d'un système fédéral à Et Francfort. si on n'est pas Vous voyez, alors moi, je veux aider nos capable de PME. créer soi-même sa monnaie. Finalement, c'est ça. Exactement, Hein exactement. Voilà, on en revient à la planche à Et billets. je veux dire, on arriverait à un modèle, un modèle assez classique qui existe dans 96% des pays du monde, qui est celui de la monnaie nationale, qui a rien d'extraordinaire, qui existe dans des pays plus petits ou plus grands que la France, et qui sont la plupart du temps beaucoup plus prospères que nous, y compris en Europe. Alors Valérie Rabault et ensuite Henri Stalignac. Ah, Là, c'est concret ce qu'on s'est Monsieur dit là. Philippot vient de nous expliquer comment il allait ruiner les petits épargnants Bah, français. vous l'avez fait, vous, déjà. Comment vous ruinez les épargnants On français écoute avec Valérie des Rabault. solutions, avec des dévaluations, avec, c'est-à-dire ils auront de l'argent sur leur compte bancaire qui ne vaudra plus rien. Mais ça, c'est des mots. Mais c'est pas des mots, Elle est précise. mais c'est une précision. Non. Vous aurez si vous avez 100 € sur votre compte en banque, il vaudra peut-être que 70 € de moins. Il vaudra peut-être que 70 €, il aura perdu 30 €. Ça, c'est la réalité. Pourquoi Vous voulez Il y aura même plus ruiner, d'euros. vous voulez ruiner, ça sera une traduction en francs, la valeur de leur argent Mais par rapport perdra. à quoi Mais arrêtez de m'interrompre, vous m'avez demandé vous la précise. vous m'avez demandé, mais je vous précise que quand vous avez une dévaluation de ce type,
Donc là, les gens ont perdu 30% de leur valeur, c'est ce que vous dites, depuis 2008. Ceux qui payent, ce sont les épargnants. C'est ce qu'on nous explique aussi dans le documentaire. On a déjà perdu 30% de sa valeur depuis 2008. Ça s'est déjà produit. On laisse poursuivre Valérie Rabault. Deuxièmement, vous dites, on n'a pas la main sur, on est arrimé à l'Allemagne, ça nous coûte cher. Je pense que si on n'avait pas eu l'euro, les taux d'intérêt aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont très très bas quand la France va emprunter. C'est dû à sa politique économique, c'est dû aussi parce qu'au fait qu'elle appartient à un grand ensemble qui s'appelle la zone euro. Le Royaume-Uni a les mêmes. Qui appartient à un grand ensemble. Oui, mais on n'a pas tout à fait la même situation économique que le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, au lieu de payer 45 milliards d'euros de taux d'intérêt, vous en payerez peut-être 70 ou 80. Si c'est ça que vous voulez, continuez à vouloir ruiner les Français. Ça s'appelle surfer sur les peurs, mais c'est pas argumenté, madame. Et ensuite, deuxièmement, sur la politique économique, ce qui manque à la zone euro, ce qui manque à l'Europe, c'est de l'investissement. C'est pas d'aller se dire on va continuer à se diviser les uns et les autres. Alors moi, vous savez très bien que je milite depuis très longtemps sur la mobilisation. Il y a eu le plan Juncker qui est pas du tout mobilisé, pas à la hauteur de ce qu'il faudrait aujourd'hui. On est bien d'accord. Il doit y avoir une relance qui doit se faire sur des projets. Quand on le porte uniquement sur la capacité à dire on va mettre de l'argent de côté, on va mettre de l'argent pour investir, sans objet véritable, qui soit de l'infrastructure, qui soit de l'énergie. C'est-à-dire l'inverse de ce que font les gouvernements. Quand on voit le succès d'Airbus aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Ça c'est ce que vous pensez. C'est une réussite européenne. C'est la coopération entre les États. Alors il nous reste 6 minutes. C'est même combattu par la Commission. Et qui porte aujourd'hui ses fruits avec 10 ans de sur les propositions de Florian Philippot, sur ce qu'a répondu Mme Rabault. Les rapports dont on parle dans ce film n'ont jamais été publiés. Deuxièmement, ils sont complètement contradictoires, puisque d'un côté, on nous dit il y aura de l'inflation, il y aura des pertes épouvantables de pouvoir d'achat. De l'autre, on nous dit il y aura une dette épouvantable. Mais tout ça, ça colle pas. On aimerait quelque chose de précis. On voit actuellement des tas de pays qui ont des monnaies autonomes, dont la monnaie augmente, baisse. Tout à fait logiquement, compte tenu de la situation conjoncturelle, ça pose pas des problèmes dramatiques. Le problème, c'est qu'on s'est coincé dans une zone euro avec l'Allemagne qui n'a pas nos besoins de croissance, qui n'a pas nos besoins de taux de change. Et le problème, c'est comment on sort de cette situation avec la zone euro. Effectivement, on a effectivement une dette qui a fortement augmenté. On est passé d'une dette de 60% du PIB à 100% du PIB parce que on a perdu l'arme normale qui consiste, lorsqu'on a des difficultés, à laisser sa monnaie se déprécier. Contrairement à ce que dit monsieur, le fait de laisser ça, lorsqu'on a des problèmes de compétitivité, c'est-à-dire que notre valeur ajoutée ne se vend pas assez cher, il n'est pas absurde, il est logique d'accepter une dévaluation. Maintenant, on est dans une situation où on est coincé, effectivement. On est coincé dans une zone qui ne fonctionne pas. Donc, il y a le choix entre deux solutions. La première solution consiste à dire, voilà, on détruit le truc qui marche pas. Peut-être que d'ailleurs on n'aura pas le choix si effectivement il y a une crise qui arrive en Italie. Et puis la seconde solution, c'est la solution Cameron. Ça consiste à dire tout à fait simplement, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal peuvent aller à Bruxelles et dire actuellement ça marche pas, on peut pas avoir un euro qui ne marche pas, on peut pas avoir une Allemagne qui a un excédent extérieur de 9% de son PIB. Il faut remettre en cause la construction européenne. Et on conditionne son appartenance à l'Union européenne, à des changements. Et bon, étant donné que la Grande-Bretagne l'a fait, ce serait pas absurde que la France dise clairement, nous restons dans la zone euro, mais en échange, on veut pouvoir faire des politiques expansionnistes parce qu'on en a besoin. Moi, je ne réponds rien. Je constate simplement qu'il y a aujourd'hui un courant qui a réfléchi assez sérieusement à ce qu'on appelle l'euro-franc, c'est-à-dire avoir la disposition dans un pays comme le nôtre d'un euro intérieur et d'être toujours arrimé à un euro dit extérieur. Alors certains y croient, d'autres n'y croient pas. Ceux qui sont favorables à cet euro-franc pensent que ça redonnerait cette fameuse souveraineté monétaire qu'on a évoquée tout à l'heure, et même un peu de souveraineté sociale, puisque c'est vrai que quand vous ne dévaluez pas votre monnaie, vous êtes
pour rester compétitif, vous allez chercher de la compétitivité sur les salaires ou sur vos caisses de retraite. Donc c'est évident que ça donnerait une plus grande souplesse au système économique français. Est-ce que c'est faisable ? Je pense, je laisse les experts le dire. Vous avez peut-être un avis sur le sujet. Moi, je pense qu'en tout cas, ça pourrait être un vrai débat très sérieux et non pas simplement des querelles d'économistes dans les journaux où les gens disent on a mis mon nom par hasard, etc. Donc, il faudrait que ça soit quelque chose de carré et de solide. Mais pour l'instant, ce débat n'a pas encore eu lieu. Donc, pour l'instant, moi, je constate une chose, c'est que le chapitre 1 de l'article 1er du Code monétaire et financier de notre pays, il est clair, c'est que la monnaie de la France, c'est l'euro, et que l'euro est divisé en 100 centimes. Alors, est-ce que si on change tout ça, qu'est-ce qu'on met à la place ? Voilà, moi je pose juste la question, je ne suis pas en charge, je ne suis pas ministre des Finances, je suis juste observateur, j'essaie de comprendre ce qui se passe et d'expliquer plus ou moins bien. La question est de savoir est-ce qu'on accepte des règles qui ne marchent pas. Il nous reste 2 minutes. Finalement, l'euro, on y est arrivé par référendum. 92, Maastricht, c'était la monnaie unique. Est-ce qu'il faut en sortir par un référendum ? Oui. Julien, nous, notre scénario, il a été pensé en 2013 en Conseil national, on n'a pas changé. Il a été depuis copié par Cameron. Nous donnons 6 mois pour aller voir la Commission européenne en disant on veut retrouver 4 grandes souverainetés législatives, monétaires, territoriales et budgétaires. Voilà. Soit on les récupère et l'Union européenne change radicalement, elle devient une Europe des nations, celle qu'on veut, la coopération, celle que donnait Airbus et d'autres choses. Et on peut y rester. De toute façon, on fera un référendum au bout de 6 mois et on dira vous pouvez rester parce que ça n'a plus rien à voir. Soit c'est impossible, on ne peut pas négocier avec l'Union européenne, elle reste celle qu'elle. Et donc on dira, faut sortir article 50 du traité de l'Union européenne, on peut quitter l'Union européenne. Décision, c'est une révolution monétaire que vous proposez. Donc il faut l'adhésion du peuple, à vos yeux. Ah mais oui, de toute façon, nous on est très favorables au référendum, et y compris sur cette question extrêmement importante. Et s'il faut craindre un référendum sur le sujet, Valérie Rabault, vous aurez le mot de la fin, parce que c'est la fin de cette émission. Moi je crois qu'il ne faut jamais craindre un référendum. L'euro a été créé par un référendum, approuvé par les Français. C'est pas quelque chose qui s'est fait sous chapeau, comme vous avez l'air de dire, que Bruxelles déciderait tout pour tout le monde. C'est pas vrai. Moi, ça a été mon premier vote. Donc, il y a eu un vrai référendum. Les Français se sont exprimés. Il y a eu 2005 entre-temps. Aujourd'hui, un autre référendum. Un référendum qui ne porte pas il y avait l'euro à l'intérieur. Moi, je voudrais bien, et je le redis, il y avait tous les traités à l'intérieur, qu'on n'affuble pas l'euro de tous les maux. Non, alors qu'il pas tous. Non, mais je pense que sur les solutions de l'investissement, de l'emploi, de la capacité à devenir, à dire, voilà, il faut que nos produits, nos Airbus, on aille les vendre en euros plutôt qu'aller les vendre en dollars. Ça, ce sont des décisions de politique, d'investissement politique, et qui n'ont rien à voir avec l'euro. C'est pas l'euro là-dessus qui est responsable. Ce n'est pas l'euro là-dessus qui est responsable. Et vous le savez parfaitement. Il y a quand même une contrainte européenne épouvantable sur les politiques nationales. On peut discuter des politiques nationales qui doivent être mises en œuvre, mais il y a une contrainte européenne très lourde. C'est pas Mais l'Europe ne nous empêche pas d'investir, contrairement à ce que vous dites. Oui, cette fois, c'est le mot de la fin. Merci, grand merci à tous les 4 d'avoir participé à ce droit de suite où nous nous imaginions avec une France sans euro ce soir. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site lcp.fr, réagir également sur #DDS, c'est l'adresse de notre émission sur Twitter. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.